Donc bonjour à toutes et à tous. Donc Charles Limon, je suis architecte cybersécurité spécialisé dans l'identity access management et je suis également avant-vente sur la partie Fence. Pour commencer, une petite introduction. Ça fonctionne pas. Effet démo. Et du coup, il y a de la latence. Ok. Donc, petite introduction sur qui on est. Donc, Airbus Protect, on est une filiale 100% Airbus, spécialisée dans différents domaines, notamment la safety, la cybersecurity, tout ce qui va être service managé et la sustainability. Donc, on est dans plusieurs villes en France, principalement Toulouse, Paris et dans le sud-est, près de Marignane. On est 1800 au niveau de l'Europe et on a à peu près 300 clients. Donc Fence, ça va être un outil qui est développé en interne chez Airbus depuis plus de 14 ans. Ça a été designé par nos analystes de risque et c'est développé pour être installé on-premise, sur vos propres infrastructures. On est labellisé EBIOS Risk Manager et en cours de renouvellement actuellement. Donc c'est une solution qui va permettre de faire de l'analyse de risque sur les systèmes industriels, sur tout ce qui va être produit, sur les systèmes IT et également sur les infrastructures critiques type NIS2 ou autre. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'outil? Pas mal de choses. On va pouvoir faire du risk assessment, donc tout ce qui est analyse de risque. On va pouvoir faire la compliance assessment, donc revue de conformité, tout le management associé. Et pour 2026, la nouvelle feature qui arrive, ça va être de capacité de faire de l'audit également. Et je reviendrai sur tout ça à la fin. Un peu plus en détail, au niveau du risk assessment, vous allez bien entendu retrouver de l'EBIOS RM, de l'ISO 27005, de la 62443, pour tout ce qui est rail, du TS 50701. On a même développé conjointement avec Alstom une nouvelle norme, donc Aramis, qui va regrouper l'IEC 62443 et la TS 50701. Pour l'aviation, qui est notre domaine principal, on fait de l'ED 203. Et on est en cours de développement pour tout ce qui va être automobile avec l'ISO 21434. Pour tout ce qui est conformité, on embarque les standards, donc ISO 27002, du NIST, du NIS2. Donc pour l'instant, Europe est en train de finaliser la partie France qui a été publiée récemment. Et vous pouvez surtout importer toutes les revues que vous voulez dans l'outil. Vous pouvez faire le tracking des risques. Donc vous allez pouvoir voir l'évolution dans le temps, du niveau de risque, faire la projection. Et on a aussi une vue globale qui permet de voir ça de manière consolidée entre plusieurs analyses de risque ou plusieurs revues de conformité. Et pour la fin de l'année, au milieu d'année, la partie audit qui va vous permettre de faire un suivi fin de vos audits avec vos questionnaires et la conduite avec les intervenants, etc. On va démarrer par une partie risk assessment. Donc ça, c'est lorsque vous êtes sur la page d'accueil de Fence. Vous allez retrouver un bouton pour créer une nouvelle analyse. Donc si je la crée du démarrage, je vais pouvoir mettre un nom, enregistrer dans un répertoire particulier, donc sur lequel vous allez pouvoir appliquer du RBAC pour le droit d'en connaître. Je vais pouvoir ajouter des labels qui sont 100% customisables en fonction de votre sensibilité de la donnée ou vos propres labels. Ensuite, on va pouvoir choisir la méthodologie utilisée, parce que comme je vous l'ai dit en intro, on en a plusieurs. Vous allez pouvoir décider de choisir de dérouler une analyse complète sur le modèle EBIOS-RM, donc avec les 5 ateliers, ou partielle si vous avez besoin que du socle de conformité ou autre. Ensuite, vous allez pouvoir dire si vous voulez définir cette première analyse comme un template futur, c'est-à-dire que tous les paramètres que vous avez setés là vont servir pour d'autres analystes pour démarrer une nouvelle analyse sans avoir à recréer tout ça. Et je reviendrai sur ce détail-là un peu plus tard. Et on peut attacher ce qu'on appelle des bases de connaissances. Donc ça, c'est tout ce qui va vous permettre d'enrichir votre analyse de risque ou de conformité. Donc ça peut être des différents catalogues, on va voir le MITRE ATT&CK, le MITRE DEFEND, le guide de l'hygiène de l'ANSSI, et surtout c'est customisable, vous pouvez importer vos propres bases de connaissances. Pour l'exemple, ici, on a une page d'accueil d'une analyse de risque type EBIOS-RM. Donc, vous allez retrouver tous les paramètres qui ont été faits au démarrage. Donc, en haut, le nom, les labels que vous avez mis, la version, etc. Vous allez avoir le récapitulatif de votre analyse de risque en cours avec tous les différents ateliers, les 2-3 vues graphiques en mode camembert. Sur l'atelier 5, par exemple, vous allez trouver votre matrice de risque brute, la résiduelle, avec au milieu le plan d'avancement des différentes actions.
Donc dans la colonne de gauche, vous voyez, en fait, vous avez la structure atelier par atelier. Si on fait un zoom sur l'atelier 1 et les événements redoutés, ça va se matérialiser par différentes colonnes. Donc je vais retrouver ma liste, ligne par ligne. Je vais pouvoir en ajouter, en supprimer, en importer et en exporter. Donc ça, c'est l'avantage de Fence. C'est une structure que vous allez retrouver dans chacun des sous-menus. L'export, c'est un CSV ou un Excel, donc c'est à plat. L'avantage de ça, c'est que ça peut être aussi automatisé. On a des API pour faire tout ça. Je vous les montrerai un peu plus tard. Et pour les Fear Event, je vais retrouver finalement mes classes d'impact au niveau des différentes colonnes que j'aurais mis dans mon contexte d'origine. Et je vais avoir les niveaux associés. Ici, un zoom sur tout ce qui est ROTO. Donc là, finalement, je vais retrouver ce qui est standardisé en Nebius RM. Donc je vais retrouver mes différents risques origines, mes différents couples, avec à chaque fois des critères sur lesquels je peux jouer. Ça va être le niveau de motivation de mes sources de risque, leurs moyens, leur activité, etc. Donc ça, c'est assez classique. La méthode vous le génère automatiquement à un niveau associé. Par contre, vous pouvez venir surcharger ces valeurs-là. Ça, c'est la flexibilité de l'outil. C'est le risque analyse qui est à la main à la fin. Et donc, il va pouvoir dire s'il veut modifier le niveau, s'il veut le retenir, etc. ou pas. Maintenant, on va passer à l'atelier 3 pour vous montrer qu'il y a la même structure ici pour la partie prenante. Donc, je vais pouvoir lister mes partenaires, mes sous-traitants, tout ce qui va venir s'interconnecter avec ma solution ou mon système. Et je vais avoir différents critères. Je vais pouvoir mettre un poids sur ces critères. Donc, soit je peux le faire finement colonne par colonne, soit je vais pouvoir agir directement sur le scoring global. Et je vais pouvoir, comme précédemment, surcharger ces valeurs. Donc par défaut, la méthodo me permet de voir un calcul normé. Par contre, à chaque fois que je vais venir toucher dessus, je vais avoir un petit encadré en pointillé pour dire que c'est un risque analyse qui est venu modifier la valeur. Il doit la justifier, bien entendu. Mais ça permet de laisser libre choix à celui qui fait l'analyse et qui est censé avoir une meilleure connaissance et vue du périmètre. Je peux venir ajouter des petits drapeaux aussi. Alors c'est pour normalement marquer la criticité. Mais beaucoup de nos clients l'utilisent plutôt pour le diagramme suivant, pour mettre en avant certains points. Donc ici, il est plus facile d'identifier les différents points avec un drapeau. Donc ça, c'est les graphiques normés demandés par Nebius RM. Mais ça fait quand même son petit effet. Toujours dans l'atelier 3, maintenant on va voir les scénarios stratégiques, donc des scénarios un peu haut niveau qui sont générés automatiquement si on a rempli bien entendu toutes les inputs nécessaires dans les étapes précédentes. Donc il y a pas mal de travail en amont, ça c'est la méthodologie qui le veut. Mais si j'ai fait mon travail finement précédemment, là j'ai plus qu'à cliquer sur un bouton et mes scénarios sont automatiquement générés. Je vais avoir un système de drag and drop, donc les menus du haut me permettent de prendre chacune des briques et de venir aussi en rajouter, en supprimer, en éditer. On est une première version, mais tout est éditable. Et ça, c'est assez facile à prendre en main. La même chose et la même approche pour la partie scénario opérationnel, cette fois-ci dans l'atelier 4. Donc cette fois-ci, là, on a plus de travail manuel parce que là, il faut rentrer un peu plus dans le détail. Et là, on va avoir 3 types de méthodes. On peut avoir une méthode express, une méthode standard ou une méthode avancée. Pour l'exemple, ici, on a une méthode standard. Donc je vais avoir mes différentes briques et c'est le même principe. Je peux à chaque fois faire un drag and drop de la brique, faire des liens entre chacun des liens, venir configurer les tags sur ces liens, attacher toutes les inputs que j'ai précédemment configurés. Donc si je zoome sur une des briques, là je vais pouvoir avoir différents niveaux aussi d'informations à ajouter. Je vais pouvoir ajouter des tactiques et des techniques. Donc ça, c'est la base de connaissances qu'on aura attachée au démarrage, donc un Mitre Attack par exemple. Je vais pouvoir associer les différentes vulnérabilités si j'en ai, les biens supports. Et donc ça va me permettre à la fin de venir également justifier que je viens modifier les poids calculés automatiquement. Je vais pouvoir ajouter également des mesures existantes que j'aurais déclarées dans l'atelier 1. Donc ça, c'est ce que j'ai connaissance dans mon SI. Et depuis mes catalogues, je vais pouvoir associer des mesures proposées, additionnelles. Sur chacune de ces mesures, je peux donner un niveau d'implémentation. Et donc, dans quelle mesure elles vont impacter le scoring. Ici, un petit focus sur justement ces bases de connaissances. Donc là, c'est un exemple de structure d'un catalogue type Mitre Attack qui a été aussi mergé avec un guide de l'ANSI. Et donc finalement, pareil, on a une structure très à plat. Donc nous, on peut vous fournir des catalogues, on peut en incorporer pour vous, mais on peut également vous donner des documents pour le faire vous-même. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que notre support ou nous-mêmes, on les intègre.
C'est assez facile à prendre en main. Vous avez une structure qui est normée. On vous dit comment vous remplir les colonnes et vous pouvez vous-même jouer ou éditer les catalogues. Dans l'atelier 5, donc là un zoom sur les risques résiduels, c'est pour vous montrer que j'obtiens finalement une matrice de risques avec différents positionnements, mon nombre de risques. Si je clique sur les chiffres, je vais avoir également la capacité de voir quel risque est dans quelle colonne dans la matrice. J'ai un résumé avec des petits dossiers qui me permettent, si je clique dessus, d'avoir tout le détail du risque associé. Donc tout ce que j'ai configuré avant, je vais voir absolument tous les liens qui en ressortent. Également, je vais pouvoir voir si j'ai des non-conformités attachées à ces risques, parce qu'on peut faire des liens entre conformité et risque. Et j'ai un calcul automatique qui est proposé, et comme de partout dans l'outil, vous allez pouvoir surcharger ces valeurs-là. Maintenant, on va parler justement sur Risk Management. Toujours dans cet atelier 5, finalement, je peux générer différentes KPI, donc notamment des graphes pour voir l'évolution de mon risque dans le temps. Donc là, je vois que mes risques les plus élevés ont tendance à diminuer. Ça veut dire que je fais un bon travail en termes de contre-mesures et de leur implémentation. La même chose au niveau des KPI du plan d'action. Donc ça, c'est intégré pareil dans l'outil. Vous pouvez définir votre plan d'action avec des pourcentages d'avancement. Vous pouvez mettre les propriétaires des risques et les propriétaires des actions, qui sont bien entendu souvent différents. Vous pouvez les relancer par mail, etc. Et vous allez pouvoir générer différents graphes. Donc ça, c'est les niveaux de complétion de mes tâches, qui évoluent, elles, plutôt vers une tendance de 100%. Et je peux faire des filtres par métier, personne propriétaire des actions ou des risques. Si je veux cette fois sortir de l'analyse et avoir une vue plus RSSI, c'est-à-dire consolidée au travers de plusieurs analyses de risque ou analyse de conformité, on a la vue globale. Dans cette vue globale, finalement, je vais pouvoir appliquer plusieurs filtres sur mes différents tags et différents critères au sein de l'outil. Je vais voir mes différents niveaux d'avancement cross-analyse de risque. Je le vois dans le temps, je le vois par atelier si je le souhaite, par business unit, par métier. Donc ça, c'est à vous de créer vos filtres et vos normes pour ensuite avoir de l'information utile en retour. L'avantage, c'est que je vais pouvoir générer des vues consolidées de plusieurs matrices de risque et donc avoir une somme. Ce n'est pas de l'agrégat, hein, c'est de la consolidation. Et ça, c'est assez intéressant comme données parce que je vais pouvoir m'attaquer à certains points, à certains axes particuliers, fonction de ma criticité, etc. Un petit jump dans la partie conformité. Au niveau du socle sécurité, je vais pouvoir donc importer les fameux catalogues, ISO 27002 ici pour l'exemple, mais je vais en avoir plein d'autres. Je vais pouvoir générer un graphe. Ce graphe, en fait, c'est lorsque je vais assesser mes différents points, j'ai des échelles, je peux mettre si je suis conforme, plus ou moins conforme, non conforme. Ça va me permettre surtout d'avoir une vue par groupe de conformité, par sous-groupe, et de pouvoir rapidement jeter un œil là où j'ai mes points de faiblesse les plus importants en termes de conformité. Ça peut notamment me permettre d'éviter de lancer une analyse de risque qui est assez longue et coûteuse si j'ai trop d'écart déjà au niveau conformité. Et donc faire d'abord une approche par conformité avant de lancer une analyse de risque. Et on peut générer des gradings. Donc ça, pareil, si vous avez besoin de communiquer plus haut, du management ou RSSI ou autre, c'est assez intéressant. Donc ça, c'est lorsque je suis dans un assessment de conformité. Donc je vois mes différents points à assesser. Je vois que je peux mettre au niveau de l'échelle différents critères. À droite, on voit que je peux associer des risques et des actions à ces conformités ou non-conformités. On va un peu plus loin cette année. On permet déjà le mapping entre ces différents contrôles parce que ce qui se passe, c'est qu'on va avoir plusieurs catalogues. Donc on peut être intéressé pour avoir un guide de l'ANSSI, on peut avoir des référentiels type ISO dont on doit être en conformité. Bon, il y a une multitude et le problème, c'est qu'on ne va pas à chaque fois réassesser la même chose dans chacun des catalogues. Donc on va pouvoir créer des liens entre ces différents catalogues et des relations entre chacun des contrôles. Donc on va pouvoir dire s'ils sont liés, dépendants d'eux, couverts par. Et on peut faire ce mapping donc, entre les différents catalogues. Ce qui fait que si quelqu'un vient sur un des catalogues qui en englobe plusieurs, mettre une conformité, on va automatiquement mettre qu'on est conforme, plus ou moins conforme en dessous. Et inversement, si en dessous, on vient mettre une non-conformité ou une conformité partielle, celle du dessus peut être recalculée pour passer d'une conformité totale à une conformité partielle. Donc, je vous disais en intro, on a plusieurs bases de connaissances qui sont déjà présentes, donc MitraTac, MitDefend, on en a d'autres aussi.
Surtout, c'est infini. C'est-à-dire que vous pouvez en importer autant que vous voulez, c'est libre. Vous avez des bases que vous pouvez déjà exporter, donc voir la structure. On vous donne une documentation pour faire vos propres bases de connaissances. Nous, on en maintient certaines à jour, hein, bien entendu. Donc, dès que vous avez un update de Fence, vous bénéficiez de toutes les mises à jour. C'est du JSON, c'est du CSV, c'est de l'Excel, c'est ouvert. On n'est pas fermé là-dessus, c'est pas propriétaire. Ah. Les templates, donc j'en parlais au début, c'est que la première analyse, on va la créer de zéro, on va mettre plein de tags. Par contre, pour avoir l'homogénéité dans les données, on voit que c'est intéressant lorsqu'on veut avoir des vues globales, on peut forcer la création d'un template. Donc, je suis responsable des analyses de risque, je définis plusieurs templates en fonction de mes contextes de sécurité, de mes équipes, des parties intervenantes sur les différentes analyses de risque. Je vais figer certaines parties de mes analyses. Donc, dès qu'ils vont démarrer une dans leur périmètre, ils vont hériter de tout ça. Ils ne pourront pas éditer ces critères de base. Ils vont gagner du temps. Moi, je vais gagner de la visibilité parce que ce sera structuré ISO. Et derrière, ça va me permettre de générer des KPI au travers des différentes analyses de risque. Alors, pareil, on l'a dit rapidement en introduction, mais c'est un outil qui est collaboratif. Donc, il faut être plusieurs à travailler sur l'outil, sur la même analyse de risque ou de conformité. Il y a un système de verrouillage pour certains sous-menus, donc notamment les graphiques, on ne peut pas les éditer à deux en même temps. Par contre, on va être deux connectés sur le graphique et discuter avec un collègue de comment on édite tel et tel scénario. On a du airbag pour respecter tout ce qui va être droit d'en connaître. On va être en capacité de s'intégrer avec tous vos repositories au sein du SI. Donc, on fait de la fédération avec différents protocoles, donc SAML2, OIDC, OAuth2, etc. On peut se connecter à un LDAP, Active Directory, enfin toute la suite. Vous allez pouvoir générer également des rapports. Ça, c'est une chose qui nous est souvent demandée. Avec différents types de rapports, vous pouvez générer des rapports complets, hein, avec les 150 pages souvent que ça comporte dans une analyse de risque. Mais vous allez surtout pouvoir créer, avec les templates qu'on fournit, des vues dites managériales, des rapports un peu plus light ou orientés à certaines cibles. Vous avez tous les formats standards, donc DocX, PDF, etc. On a rajouté l'API, j'y reviendrai après, parce qu'on a également la possibilité d'interconnecter avec une API. Donc, comment ça structure un rapport? En fait, sur le template DocX qu'on fournit, c'est des bases XML que vous allez pouvoir configurer, vous allez pouvoir éditer 100% du rapport, mais à la fin, ça vous permet surtout de charger les objets qui sont dans vos analyses de risque. Donc, vous avez 100% la main pour mettre vos propres labels, logos, et comme vous le souhaitez. Sur la partie API, du coup, on a refondu l'année dernière la totalité de notre API. Maintenant, on est on va dire, plus moderne. Sur la partie, on est en REST. Vous allez pouvoir vous connecter avec de l'OAuth2, de l'OIDC. Vous êtes pour l'instant qu'en lecture. D'ici fin d'année, on devrait sortir la capacité d'être en écriture. Donc ça, en termes d'interconnectivité, c'est hyper intéressant. Ça vous permet de récupérer déjà les données de Fence dans un premier temps, de les intégrer ailleurs. Et à terme, d'aller surtout surcharger Fence avec, par exemple, si vous avez un scanner de vulnérabilité, pour une application X ou Y, de venir juste associer les vulnérabilités associées à cette application. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça, c'est ce qu'on fait pour nous-mêmes hein, chez Arbus, donc du Jira, du Confluence, du Checkmarks, comme je pense beaucoup d'entre vous pouvez avoir comme outil. Donc, comme j'ai également dit en introduction, c'est une application qui est on-premise dans le sens où on vous fournit un package à installer chez vous. Hein, c'est un tarball principalement. On a du Docker, enfin des images, etc. Mais vous pouvez l'installer sur vos providers SaaS, enfin cloud provider préféré. L'avantage, c'est qu'on peut répondre à des besoins, on le disait, sur des infrastructures critiques. Donc, vous êtes air-gapped, donc pas besoin de connexion à Internet. Donc, ça peut avoir un sens sur les infrastructures sensibles que vous avez. Voilà, on a une suite collaborative serveur web classique, et puis vous pouvez avoir aussi des bouts de Fence, enfin des instances Fence totalement isolées, si vous souhaitez. Et pour 2026, on est en train de travailler du coup à l'intégration également d'une fonction d'audit. Donc sur le même principe dans l'outil, vous aurez du coup pas mal de choses. Vous aurez la possibilité de faire du risk management, de la conformité, mais également de l'audit. Donc vous pouvez structurer, en fait, c'est pour basculer du format Excel à quelque chose de plus automatisé, de plus collaboratif également. Ça, c'est quelque chose qui nous a été beaucoup demandé. Et vous allez pouvoir structurer votre audit. Donc vous allez pouvoir mettre les différentes questions, les différents intervenants, les réponses aux questions qu'ils vous fournissent, avec un tracking dans le temps. Vous allez pouvoir ajouter les preuves de leurs réponses directement dans l'outil. Et surtout, vous allez pouvoir partager ça et le réutiliser sur le même principe en créant des templates pour vos différents audits.
Vous aurez capacité de faire des audits, on va dire light, donc pour faire plutôt du gap analysis, ou alors de l'audit, on va dire, qui vous permet derrière d'être normé, d'avoir un coup de tampon, hein, si vous êtes en capacité d'importer carrément une base de questions qui vous est imposée, type ISO 27001, etc. Donc voilà, c'est tout pour moi. C'était un peu rapide. Le but, c'était de vous faire une introduction. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à scanner le petit QR code et à demander une démo plus approfondie. On se fera une joie d'y répondre. J'ai mon collègue Mathieu qui est également premier rang et qui peut vous donner des plaquettes du produit avec, pareil, les points de contact. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci, on peut vous applaudir, Charlie Monge. Belle présentation, dès le premier, c'est vous qui donnez le ton de la journée, donc merci beaucoup. Est-ce que vous avez quand même des premières questions pour Monsieur Monge? N'hésitez pas, hein, il est là pour vous. Ça ne va pas durer. Voilà. Alors, vous avez une question, monsieur? Bonjour, merci pour la présentation. C'est intéressant l'aspect du API. Est-ce que de la même manière, vous pouvez importer un rapport de pentest pour générer automatiquement un scénario opérationnel? Pour l'instant, Merci. pour l'instant, non. C'est-à-dire que là, l'avantage, c'est que quand vous aurez le mode d'écriture, vous serez en capacité de faire vos propres alimentations, vos propres procédures. Donc ce sera à vous de faire une pré-moulinette pour dire Fence attend tel et tel critère d'information. Moi, j'ai un rapport de pentest, donc je vais extraire ces infos qui sont utiles ensuite pour générer le scénario. Et vous pourrez, oui, venir, fonction des critères d'entrée de Fence, les ajouter à la volée. Pour l'instant, non, on n'a rien d'automatique parce qu'il y a trop de variations d'entrée. C'est une des raisons pour laquelle on développe fortement notre API, parce qu'on avait trop de demandes de petits kits custom pour faire de l'intégration, Jira, autres, Vulnscan. Et on s'est dit à un moment donné, c'est impossible à maintenir, parce que les éditeurs en face, eux, ils ont leur propre roadmap, ils ne nous attendent pas, ça change tous les jours. Donc on avait beaucoup de tickets support pour dire ça marche plus, il faut adapter parce qu'il y a une nouvelle release. Donc on s'est dit on change d'approche, on met une API disponible pour nos clients. Ils ont d'autres API pour ces autres outils. Ils mettent un bout de serveur au milieu, ils font une moulinette sur cet outil-là, ils savent ce que Fence attend en input ou l'inverse, et ils font leur propre ajustement. Au moins, on offre cette capacité-là et cette flexibilité-là. On n'est pas dépendant des éditeurs. Mais c'est quelque chose qui pourrait être fait par vous-même, oui. Au moins, vous serez en capacité de le faire. Avez-vous d'autres questions, madame? Merci pour votre présentation. Une question sur l'aspect NIS 2. Quelle autre loi nationale avez-vous intégrée dans l'outil? Il y en a beaucoup. Après, à dire qu'avec Airbus, on est très européen, donc on a aussi pas mal de normes niveau Allemagne, UK, parce qu'ils ont certains référentiels utilisés aussi, plus en relation avec les US d'ailleurs. NIS 2, on a la trame Europe, ça fait un moment qu'elle est disponible et qu'elle est, on va dire, plus ou moins figée. La France, c'est récent, hein, ça a quelques semaines, parce qu'on n'a pas forcément, ça a pas mal bougé niveau gouvernement, donc ils ont mis du temps à se mettre d'accord. Par exemple, on va le faire pour l'Italie, on a fait le NIS 2 à la sauce italienne. Pour la France, là, j'ai pas d'exemple, mais on va avoir tout ce qui est guide de l'hygiène de l'ANSSI, on va être tous les ISO, on va les avoir, même si ça, par contre, il faut être assujetti à licence la plupart du temps. Enfin, il faut s'assurer que vous ayez les droits d'usage. On va avoir, après, on va avoir par secteur d'activité pour la France. On va avoir du Part-IS pour tout ce qui est normes aérospatiales et tout intervenant autour de l'aéro. On va avoir comme je l'ai dit, du rail. Alors, c'est entre la France et l'Europe, parce que souvent des acteurs qui sont européens, mais finalement qui sont précurseurs sur ces normes-là, parce qu'on a des acteurs importants en France. L'automobile, on travaille avec un des plus importants constructeurs automobiles français et qui est sujet à certaines normes directives européennes qui sont aussi dérivées en version française. Et donc, on doit travailler avec lui pour les incorporer. Et des fois, c'est l'inverse. C'est des acteurs qui nous disent « Moi, je veux créer ma propre norme parce que je ne veux pas attendre qu'on vienne me créer une norme que je ne maîtriserai pas. » Donc, en fait, je veux un peu couper l'herbe sous le pied sur ce qui peut m'arriver niveau Europe ou niveau monde et faire consensus avec mes collègues. Je ne sais pas si ça répond à votre question, si vous aviez derrière une norme en particulier, mais en tout cas, après, c'est très ouvert, très libre. Vous pouvez importer vos propres catalogues du moment que vous avez une référence type
PDF, que vous savez le mettre dans des colonnes CSV type Excel, vous pouvez importer votre propre référentiel. Merci. Madame, une question? Bonjour, merci pour la présentation. C'est très, très intéressant ce que vous avez développé. Juste pour enchaîner, en fait, par rapport à la question suivante, est-ce que, par exemple, dans la Belgique, pour Nice 2, ils ont maintenant, ils ont proposé, en fait, tout ce qui est Siphon, en fait, pour répondre à Nice 2, avec vraiment très détaillé tout qui est lié ISO 25001. Est-ce que vous avez incorporé cette suivi de maturité? Du coup, en fait, on n'a pas encore fait pour tous les pays. Après, l'avantage d'Airbus Protect au global, c'est qu'on a des collègues, c'est leur métier de tous les jours. Et pour Nice 2, bon, ils ont déjà senti venir que on a une première trame européenne et ensuite chaque pays décline ça dans sa propre version. Et du coup, c'est pour ça qu'on a fait le control mapping notamment que je vous ai présenté rapidement. C'est pour dire, dans la trame de base, il y a beaucoup de choses qui vont être reprises par chacun des pays. Et après, ça va être simplement un ajustement sur certains points. Et donc, on va faire tout ce mapping-là par pays, du moins par pays pour lesquels on va devoir intervenir, pour pas avoir à chaque fois à tout recontrôler, ou alors se dire que finalement, tout est couvert par le Nice 2 Europe. Parce que très souvent, même les déclinaisons sont des fois pas si énormes que ça. Donc du coup, en fait, cette solution en fait, avait initialement un focus vraiment industriel, mais en fait, ça peut être utilisé pour d'autres secteurs également. On l'utilise même absolument dans tous les secteurs. On a autant de clients qui font de l'IT. Après, sur les secteurs, on a du financier, du bancaire, on va avoir du médical, on a de l'aérospatial, du défense, on a un panel de clients, on a plus de 300 clients sur absolument tous les secteurs. Donc pareil, je ne l'ai pas dit, mais sur le financier et l'assurance, on a du DORA, on est en cours d'implémentation, enfin, on est obligé de suivre le marché là-dessus parce que nos clients nous le demandent. L'avantage de l'outil, c'est que soit vous attendez que nous-mêmes on sorte l'intégration du catalogue, si on a pas mal de demandes, c'est ce qu'on fait, et après c'est inclus dans chacune des nouvelles versions, soit vous pouvez le faire vous-même parce que vous n'avez pas envie d'attendre, j'ai envie de schématiser ça, avec un import directement de la norme. Juste une question, vous nous avez proposé la démo, on vous retrouve sur quel stand? Alors cette année, on n'a pas directement de stand pour Airbus Protect, par contre il y a nos collègues d'Airbus Development Space qui sont là. Oui, ça reste à peu près la même famille quand même. Oh bah c'est le même groupe. Rassurez-nous. Oui, donc c'est pour ça qu'on a mis le petit QR code, parce qu'après, chaque client a ses propres questions. Donc on peut vous retrouver sur le stand, mais pour avoir la démo, il faut effectivement aller directement sur ce QR code. Oui. Une dernière question?